Bonjour et bienvenue dans le voyage en Rosalie. Avant de commencer à pédaler, j'ai une annonce à vous faire. Rosalie devient une agence, l'agence révélatrice de liens entre humains. Notre mission, booster les liens dans vos organisations, en vous aidant à voir loin ensemble avec les outils de la prospective, en mettant en place les bons réflexes de coopération grâce à des expériences créatrices de liens, et enfin en accompagnant votre communication interne et externe au prisme du lien entre humains. Pour résumer, nous vous proposons de voir loin, faire ensemble et le faire savoir. Pour découvrir notre approche, agence-rosalie.com. Et maintenant, montons dans la Rosalie pour un nouvel épisode. Ça se passe comment avec vos voisins ? Moi, ça se passe plutôt bien, on se croise rarement. Et en disant cette phrase, je me rends compte des paradoxes qu'elle porte. Le truc, c'est que j'ai parfois l'impression que c'est déjà miraculeux de ne pas être en froid avec ses voisins. Comme si on partait du principe que ces relations pouvaient s'enflammer d'un coup et tourner au cauchemar. Il faut dire que j'ai grandi à une époque, dans les années 90, où on a vraiment été biberonné au conflit à tous les étages. Est-ce que vous vous souvenez des émissions de télé, de radio qui faisaient la part belle aux bonnes grosses bagarres entre voisins ? Moi, je me souviens de Julien Courbet qui arrivait en héros DM mal taillé. Pourtant, les relations entre voisins sont généralement bonnes, à en croire les études. Et moi, je trouve que ça relève d'un sacré challenge parce que le voisinage, c'est une forme de socialisation non choisie. On choisit ses meubles et on choisit rarement ses voisins. Une socialisation d'ultra-proximité, presque intime. On entend parfois à travers les murs, on sait à quelle heure tourne la machine à laver, on voit parfois son voisin qui relève le courrier en pyjama, oui, ça arrive. Et on fait tous comme si c'était normal. Comme si c'était normal de vivre si proche de gens dont on ne connaît parfois pas le prénom. C'est souvent le cas dans les villes d'ailleurs. Si j'y réfléchis, je ne peux pas franchement dire que je vis heureuse avec mes voisins. Je vis plutôt heureuse, c'est déjà bien, mais à côté de mes voisins. Et moi qui me préoccupe des liens entre humains, forcément, ça me pose question. Est-ce que je devrais en faire plus ? Me préoccuper davantage de savoir si eux aussi, ils vivent heureux dans le même environnement que le mien ? Est-ce que je devrais proposer autre chose ? Mon invité d'aujourd'hui, il a proposé autre chose il y a 25 ans. Et figurez-vous que ça a marché. Athanas Périfan, bonjour. Bonjour Kim. Est-ce qu'on se dit tu ou est-ce qu'on se dit vous ? On va se tutoyer. En fait, je dis ça, mais j'avais déjà ma réponse parce qu'on s'est parlé au téléphone et en 30 secondes et demie, on se disait tu. Ouais, c'est plutôt sympa. C'est plutôt sympa. Ouais. C'est important ou pas le tutoiement, le vouvoiement ? Oui, parce que quelque part, finalement, on met une distance quand on est dans le vouvoiement. On est dans une société aujourd'hui, on est souvent dans le paraître. Donc on arrive, on s'annonce, on se vouvoie, on donne ses titres, ses fonctions pour impressionner l'autre. Alors qu'en fait, en réalité, si on veut avoir un vrai cœur à cœur, quelque part, une vraie relation, c'est bien de commencer à se tutoyer. On abat les barrières. Mais oui, en fait, qu'est-ce qu'on a à se prouver ? Rien. Alors, on a une petite tradition dans ce tout jeune podcast, mais on met des traditions déjà parce que c'est sympa. Est-ce que tu peux nous décrire le paysage dans lequel nous sommes en train de pédaler, puisqu'on pédale ensemble dans une Rosalie pendant 1 heure ? Je pédale dans mon quartier, 17e arrondissement de Paris. Je vois des voisins, des gens qui se promènent dans la rue, des gens qui sortent du travail. Au bas de chez moi, un petit café avec un patron adorable, d'une grande gentillesse. Plein de jeunes qui sortent en fait de leur travail, 18h30, la nuit est tombée. Et on voit de la chaleur humaine, on voit tous ces jeunes qui sont ensemble, qui discutent de belles histoires. Chers auditeurs, j'espère que vous vous sentez bien. Nous sommes sur la route pendant 1 heure avec Athanas Périfan, le créateur de la Fête des voisins, de l'association Voisins Solidaires et de l'heure civique. Athanas, quand tu dis voisins, tu penses aux voisins de la ville ? Je pense aux voisins de la ville, mais je pense que le voisinage, il peut être durable, comme celui que l'on a avec le voisin de notre immeuble ou de notre lotissement. Ça peut être du voisinage éphémère. Je prends le train, et ben voilà, pendant 2 heures, je serai avec une voisine à côté. Voilà, donc le voisinage, on est quelque part voisins. Ça peut être sur les réseaux sociaux, on est voisins, même si on communique à l'autre bout de la planète avec des gens qu'on ne voit pas. Voilà, je trouve que ce mot de voisinage, ce mot de voisin, il est important. Et j'adore parce que souvent, lorsque je vais au Canada, on a lancé la fête des voisins au Québec il y a maintenant plus de 15 ans, et avec leur bel accent, c'est l'art de bien voisiner. Voilà, je trouve que c'est un art que de bien voisiner. J'ai réfléchi et ce verbe, il est sympa, ce verbe voisiner. Et on l'utilise rarement, les Québécois qui ont gardé mieux que nous, en fait, peut-être le sens et la tradition des mots français. Voilà, donc c'est vraiment l'art du bien voisiner. C'est un art.
Dans ton introduction, tu le disais, en fait, hein, les relations de voisinage, elles peuvent parfois être bonnes, parfois moins bonnes. On n'a pas choisi son voisin, mais pourtant, on fait partie du même territoire, quelque part. On fait partie de la même tribu. Qu'est-ce qu'on a envie de partager les uns avec les autres? Ça, c'est une bonne question. Donc, Athanas Périfan fait voisin de tout bois. Voisin de Chaque tout voisin bois, est bon. voisin. Tu sais, moi, je suis un voisin bavard. Et mes voisins, quand ils me croisent, je me demande parfois s'ils ne ferment pas la porte au lieu de descendre l'escalier. Et finalement, non. Il faut en rire et en sourire parce que le voisinage, on pourrait écrire des tonnes de livres sur toutes les belles histoires qu'il y a, des belles comme des moins belles. Et je crois qu'il faut qu'on aborde ici aujourd'hui le problème. Je ne suis pas, voilà, je rêve pas d'un monde à la bisounours où tous les voisins dans le hall de l'immeuble ou dans le lotissement s'embrassent sur la bouche en disant je t'aime. C'est pas ça la réalité. Voilà, la réalité, elle est plus nuancée. Comment est-ce qu'on peut construire de bonnes relations de voisinage? Ça, c'est aussi quelque chose d'essentiel. Bon, ça tombe très bien que tu sois bavard. On adore les bavards dans les podcasts, ça marche plutôt bien. Tu vas nous raconter en quoi consistent toutes tes activités aujourd'hui, au-delà de la fête des voisins. Mais je te propose d'abord qu'on écoute des messages adressés par les auditeurs de Rosalie à leurs voisins. Donc j'espère que leurs voisins écoutent aussi. Bonjour Valérie, bah écoute, j'espère que tu vas bien. Et je voulais surtout te remercier parce que depuis que tu as calé ta machine à laver, je n'ai plus aucun mur qui tremble dans la maison. Bon, bah voilà. Bah, en tout cas, je reste dispo si tu as besoin de quoi que ce soit, à charge de revanche. Allez, belle journée à toi. Bonjour Denis, sincèrement, ce serait vraiment cool que tu fasses un effort pour ne pas rentrer dans nos vies et éviter d'empiéter sur notre espace personnel. Couper les haies dans notre jardin en notre absence, c'est vraiment limite et Ludo pourrait te mettre un gros point dans la gueule et ça nous porterait préjudice. Donc s'il te plaît, reste chez toi. Le code Wi-Fi, c'est le nôtre, on va pas te le filer. Les crayons de couleur, il y a un Auchan à 100 mètres, tu peux aller les chercher. Bref, si tu pouvais t'occuper de toi-même et vivre en autonomie, ce serait cool. Merci. Bonjour Monique et Gérard. Merci beaucoup pour les colis que vous avez encore récupérés pour nous aujourd'hui. Merci, j'en profite pour toutes les autres fois également où vous récupérez nos colis et où vous guettez notre retour à la maison pour pouvoir nous les amener. Vraiment, sans vous, je ne sais pas comment on ferait. Donc, merci encore et à bientôt pour le prochain. Alors je remercie Julien, Magali et William. Une réaction à ses voisins. Ça fait penser un petit peu à ces petits mots qu'on se laisse parfois et qui peuvent être agréables ou désagréables, hein. Kim, tu as raison, c'est exactement le quotidien de chacun. Là, on est pile poil dans la vie quotidienne, hein, c'est la relation de voisinage. Certains, les relations sont moins bonnes, d'autres. Et on se rend compte, c'est très drôle parce que quand je t'écoutais tout à l'heure, lorsque tu disais que finalement les voisins dans ce pays finalement s'entendent plutôt globalement bien, on le voit dans les chiffres. Il y a 25 ans, avant qu'on commence la fête des voisins, on avait fait un sondage et on interrogeait les Français en leur demandant quel est pour vous le voisin idéal. 83% des Français répondaient celui qu'on ne voit jamais. Et oui, c'était un petit peu ça, parce que celui que tu ne vois pas, il ne te dérange pas, il n'est pas dans ta vie privée, il ne fait pas de bruit. C'est un peu triste. Aujourd'hui, quand on les interroge, on voit que les relations de voisinage ont changé. En 25 ans, il y a une évolution. Et on voit bien que le voisin qui pouvait être souvent les premières relations qu'on a avec son voisin, c'est quand il y a une fuite d'eau. Ah oui, t'arrives, excusez-moi, vous m'avez inondé, problème de bruit. Énorme majorité, c'est des problèmes de bruit. Puis on voit que finalement, au fur et à mesure, on a rempli en fait le véhicule imaginaire de la relation de voisinage d'autres choses. De la solidarité, de l'entraide, de la convivialité. Et je trouve que la fête des voisins, qui a pris sa part aussi modestement, mais sûrement dans cette amélioration de la relation de voisinage, a toute sa place. C'est vrai que lorsqu'on se parle, ça se passe quand même beaucoup mieux. Une étude disait que lorsqu'on entend un bruit et qu'on ne sait pas d'où est la source, d'où il provient, ça nous stresse d'autant plus. Quand je sais que c'est Jacques, mon voisin un peu sourd de 80 ans, qui met sa télé à fond la caisse, je sais d'où ça vient, je le supporte mieux. Puis en plus, comme je le connais, je peux aller le voir en lui disant et Jacques, voilà, est-ce que vous pouvez baisser? Et en fait, avec les voisins de l'immeuble, on lui a offert un casque pour qu'il puisse mettre sa télé sur son casque le soir. Voilà, quand j'avais effectivement François, qui avait 17 ans, qui jouait de la guitare électrique à 22 heures, alors que j'ai mis 1 heure à endormir mes enfants, et tout d'un coup, il se réveillait en sursaut parce qu'il mettait le truc à fond, la caisse, je pouvais aller le voir en disant hé Jacques, t'es pas Johnny, on n'est pas au Zénith là. Voilà, ça se passe beaucoup mieux. Donc je pense qu'à un moment, pouvoir se parler, pouvoir se connaître, permet en fait d'améliorer les relations de voisinage. C'est intéressant de se dire que quand on reste uniquement dans le négatif, on ne voit que ça. Valoriser le positif dans ses relations avec ses voisins, c'est assurer du lien positif un peu plus à long terme, hein. Bien sûr, et puis surtout, qu'est-ce que c'est que la relation de voisinage? En fait, c'est une nouvelle expérience de la relation que tu vas faire à l'autre. Quand tu ouvres en fait ta porte, tu ouvres un peu quelque part ton cœur. Voilà.
On parlait de la vie privée, de l'intimité, il faut trouver le bon équilibre en fait. Le bon voisin, en réalité, c'est pas le voisin qui dit jamais bonjour et qui claque la porte sans la tenir, qui est totalement indifférent. C'est pas non plus de l'autre côté le voisin qui passe son temps à tes pieds à regarder ce qui se passe. Voilà. Comment on trouve un bon équilibre? Je trouve qu'un bon voisin, c'est une relation équilibrée entre respecter la vie de chacun, de pouvoir dire qu'on est disponible quand on a besoin de l'autre, ça c'est super, et puis de pouvoir en fait, avoir des petits gestes, des petites attentions. Je me souviens, un jour je prêtais ma perceuse à un voisin, il me la rend, moi je ne suis pas très bricoleur donc je l'ai ressorti 6 mois après, et là qu'est-ce que je découvre? Dans la boîte, 3 Rocher Ferrero. Et j'ai une bouffée d'empathie, j'avais envie d'aller l'embrasser, mon voisin. Je trouvais ça super sympa. Toutes ces petites attentions délicates qui font que, voilà, c'est important. Parce qu'on se rend compte que, en réalité, au-delà des gestes d'entraide, des gestes d'affection, des gestes conviviaux, qu'est-ce qu'on envoie comme message, en fait, à celui qui est là? Tu as de l'importance, tu as du prix à mes yeux. Souviens-toi, Saint-Exupéry, le petit prince et le renard. Le renard est tout seul, le petit prince dit, je vais être ton ami. Voilà, ils étaient voisins. Et le renard lui dit, tu vas t'approcher petit à petit de moi, tu vas m'apprivoiser. Waouh! Dans un monde où tout va très vite et où parfois on consomme l'autre comme un objet, comment on arrive à retisser ce lien entre les gens? Parce que c'est une aventure humaine qui est exceptionnelle. Donc, Athanas, ce que je comprends, c'est que toi, tu entretiens des très bonnes relations avec tes voisins. Tu es un petit peu le Chief Happiness Officer de l'immeuble. Il faut trouver le bon équilibre. Tu sais, en réalité, moi je suis un voisin bavard. Donc parfois quand je descends l'escalier, je vois une porte qui s'ouvre, je me dis chouette, je vais pouvoir parler. Et puis quand ils disent c'est Athanas qui descend, on referme la porte. Je caricature. C'est comme on trouve le bon exemple. Oui, on a des bonnes relations de voisinage, mais il faut les entretenir. Nous, on s'est installé dans l'immeuble il y a à peu près 32 ans. Voilà, on a vu des générations passer, on a vu des voisins âgés qui sont partis, qui ont déménagé, d'autres qui sont décédés, des nouvelles qui arrivent, des nouvelles familles. Et je crois que c'est intéressant, c'est jamais acquis les relations de voisinage. Voilà, j'ai vu dans notre immeuble où est née la fête des voisins, donc tu dis c'est quand même l'immeuble qui devrait être exemplaire. Il y a une partie des nouveaux arrivants qu'on connaît moins bien, parce que si on n'entretient pas tout le temps la relation, c'est un peu comme une plante, hein, tu la cultives, tu la coupes, tu l'entretiens pour qu'elle puisse s'épanouir. C'est important, c'est jamais acquis, voilà, parce qu'on bouge beaucoup, on est dans des territoires, je crois qu'il y a entre 8 et 10% tous les ans de déménagement. Ça veut dire que la population se renouvelle en fait fréquemment. Comment on arrive toujours à trouver des prétextes? Voilà, il faut remettre l'ouvrage à la tâche en permanence, mais ça procure tellement de plaisir, tellement de joie, c'est que du bonheur. Est-ce que tu peux nous raconter comment est née la fête des voisins? C'est la première initiative que tu as portée et c'était il y a 25 ans, c'est ça, hein? Tout à fait. Alors, en fait, elle a commencé un peu difficilement. J'habite au coin de 2 rues, donc je m'étais dit, allez, je vais mettre des affiches dans tous les halls d'immeubles. Je voulais faire un peu bien, j'ai pris un petit courrier, j'ai voulu faire intellectuel. Chers voisins, les sociologues disent qu'on se croit sans se connaître. Je mets ça dans toutes les boîtes aux lettres. 19h, je vais m'installer 2-3 tréteaux, cacahuètes, jus d'orange. Personne. Grand moment de solide. 19h15, personne. Et là, tu n'as pas l'air très malin, parce que les gens passent dans la rue, te regardent, tu es avec tes tréteaux, donc pour avoir l'air moins malin, je prenais une cacahuète, un jus d'orange, j'avais l'air encore plus naze, c'est le cas de dire. Tout d'un coup, 19h30, une porte cochère s'ouvre, une dame en 60 ans arrive, je lui saute dans les bras, Madame, bonjour, bienvenue à la fête des voisins. Elle regarde autour d'elle, elle me dit, il n'y a personne, notre truc c'est nul, elle est repartie. Oh. À 20h, on était 25. À 20h30, on commençait à entendre des éclats de rire de la joie. Au début, c'est un peu formel. Bonjour, je m'appelle Athanas, j'habite le 3e. Et vous? Moi, c'est Kim le premier. Un peu Donc formel. ça, c'était dans l'immeuble seul, Dans la hein, rue, en ou fait. dans J'allais la dans la rue? rue. Je me dis, Ok. bon, on va commencer dans la rue. Et puis, à partir de là, 20h30, des éclats de rire de la joie. La température monte. 21h, les gens se disaient, mais pourquoi on a attendu si longtemps pour se rencontrer? Et à 22h, plus personne ne voulait remonter chez soi. Donc, il faut plonger un petit peu. Le conseil que je donne aux auditeurs, c'est surtout, commencez pas tout seul. On aurait été deux, ça aurait été plus facile. Voilà. Ah Et oui, donc, mais oui, convaincre un premier voisin. on aurait voisin. Et ensuite, il faut se lancer. On voit les invitations. Souvent, les gens répondent pas. Et pourtant, ils viennent. Et c'est ça qui est formidable. L'alchimie, elle est un petit peu magique, hein. On voit la température, ce que je disais, qui monte, il se passe des choses. On Et entend par sa fenêtre. on entend par ça, les gens On entend voient, tout. regardent, qu'est-ce qui se passe. Et quelque part, la première, c'est la plus difficile. Puis après, vous verrez, c'est de plus en plus facile. Parce qu'après, il y a des gens qui s'agrègent, qui vont dire, tiens, bah, l'année prochaine, c'est nous qui allons aider. Nos enfants vont préparer des petites crêpes. Les autres, on a un enfant qui fait de la musique, qui va descendre son instrument. Après, la dynamique, elle est enclenchée. Au début, il faut se lancer. Maintenant, c'est plus facile aujourd'hui qu'il y a 25 ans. Parce qu'aujourd'hui, elle est rentrée un peu dans les mœurs. Oui, et puis maintenant, il y a des fêtes des voisins Un qui peu réunissent tout un partout. quartier Mais bien même. sûr. Ouais. Et la fête des voisins, elle est aujourd'hui, ça me fait rire parce que ça n'a rien de très intellectuel. Aujourd'hui, la fête des voisins est le premier rendez-vous citoyen sur la planète. 10 millions de personnes y ont participé en France, 100 millions dans le monde, dans 50 pays, sur tous les continents. Et je me dis, c'est quand même drôle. Ça prouve quoi? Ça prouve quoi? Ça prouve qu'il y a un vrai désir dans le cœur de chacun
d'aller les uns vers les autres, on s'en rend bien compte. On n'est pas un animal solitaire et on va faire mentir Jean-Paul Sartre quand il disait l'enfer c'est les autres. Non, l'enfer c'est pas les autres. L'enfer c'est d'être tout seul et de servir à rien. Voilà, donc comment est-ce qu'on tisse ce lien? Parce que c'est ce qui est le plus beau. Et je trouve que ça nourrit, c'est incroyable ce que ça peut nous nourrir. En fait, on reçoit mais 1000 fois plus que ce qu'on peut donner en réalité. Donc, tu as une idée claire de ce qui a fait que la mayonnaise a pris? C'est cette envie de créer du lien finalement. Cette envie de créer du lien, c'est évident. Deux, le fait qu'on est arrivé au bon moment. Si j'avais dû lancer la fête des voisins en 2024, plus compliqué. Plus compliqué parce qu'on se rend compte qu'on s'est beaucoup appuyé sur les mairies pour relayer l'opération, parce que nous, on ne pouvait pas en fait être partout. On voit bien qu'aujourd'hui, l'institution, elle est débordée. Il suffit de voir l'actualité pour voir que c'est compliqué. On voit qu'il y a peut-être, depuis la crise du Covid aussi, peut-être un certain repli sur soi. Il y a eu en fait un vrai tsunami de solidarité pendant le Covid. On faisait des masques, des blouses, on applaudissait au balcon, on allait chercher les personnes âgées pour les nourrir, etc. Là, on se rend compte que l'actualité est un peu morose. Comment on fait ressortir les gens? Donc je me dis, c'était plus facile en 2000. En 2000, souviens-toi Kim, il y avait une partie des gens qui se disaient, c'est la fin du monde, l'apocalypse. Alors, si c'est la fin 2000, ça tombait, c'était tout rond comme compte, donc là c'était l'apocalypse. L'autre qui disait, moi j'en faisais partie en disant, mais 2000 tout est possible. Et voilà, on Les change de optimistes. millénaire, on va changer les trucs. Et c'est comme ça qu'on a lancé la fête des voisins, qui était une idée plutôt saugrenue à l'époque. Et hop, ça fait le tour de la planète. Parce que je pense, et on le redit, je pense que dans le cœur de chacun, il y a ce désir d'aller vers l'autre. On se rend compte que c'est pas toujours très simple. Moi, je pense, et la fête des voisins, l'idée m'était venue d'un fait divers tragique quelques années avant. J'avais découvert une voisine qui était décédée depuis 4 mois dans son appartement. Tu avais découvert Ouais, tout dans à ton fait. immeuble. Ouais. Pas dans Ouais, mon immeuble, j'étais appelé par la mairie, j'étais de permanence, et la mairie, c'est d'accord. pas très loin de chez moi. Et je me suis dit, waouh, c'est un choc, c'est un cadavre en décomposition. C'est pas ce qu'on voit dans les séries comme NCIS où quand tu dissèques là, tu sais, à la morgue, le cadavre, il est plus propre que les vivants, tu vois. Non, c'était pas ça. Je me suis dit, mais c'est qu'on sache pas son nom, qu'on n'ait pas son portable, qu'on connaisse pas son numéro de sécu peut-être, mais qu'on soit pas dit à un moment, et la petite dame du dessus ou du pavillon d'à côté, je l'ai pas vue depuis longtemps. Et c'est là où je me suis dit, il faut qu'on trouve un prétexte pour que les gens se parlent. Je pense qu'un des problèmes majeurs de notre société est celui de la relation à l'autre. On ne peut pas laisser les gens mourir seuls dans leur Voilà, appartement. c'est clair. Voilà. Et quelque part, quand je dis qu'il y a, je pense qu'il y a une difficulté, voire une souffrance relationnelle. On parle souvent de l'isolement des personnes âgées, mais tu peux être seul à 25 ans en gagnant plein de fric, tu peux être seul dans ton couple, tu peux être seul entouré par des dizaines d'amis sur Facebook ou LinkedIn. Donc, à un moment, c'est de se dire, Seul dans la foule. qu'est-ce qu'on a envie de partager les uns avec les autres? Je le redis, on appartient au même territoire, on fait partie de la même tribu. Mais qu'est-ce qu'on partage? Ouais, peut-être la boulangerie parce que c'est la meilleure baguette de Paris ou d'ailleurs, peut-être le transport en commun. C'est quoi le projet? Et quand on réfléchit aussi, on voit l'actualité aujourd'hui, on se dit, c'est quoi le projet pour ce pays? Là, on est dans le macro, hein, qu'est-ce qu'on a envie de faire ensemble dans ce pays? C'est quoi notre projet qui nous rassemble sur un territoire? Et je trouve qu'aujourd'hui, ça manque. Et pardon, mais je me lâche un peu. Si le seul projet pour ce pays, c'est le pouvoir d'achat, c'est certainement important, mais moi je veux bien être généreux, Kim. Mais plutôt avec ton argent qu'avec le mien. Donc on va venir par tous se taper dessus. Et quand on voit les déboires des gouvernements qui veulent réduire les dépenses, on voit c'est bon pour les autres. Oui, on peut réduire les dépenses à côté, pas chez moi. On n'arrivera pas à s'en sortir. Et je pense que retisser à la base ce lien pour construire des communautés de voisinage fortes va nous permettre un moment de construire une communauté nationale qui sera plus forte. On passe du micro au macro, de se dire mais qu'est-ce qu'on a envie les uns de partager avec les autres. Alors, très concrètement, qu'est-ce qu'on a envie les uns de partager avec les autres? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que cette fête des voisins, c'est un moment unique dans l'année? Ou est-ce que ça essaime? Est-ce qu'il se passe des choses? Est-ce que tu as des retours d'expérience là-dessus? Alors, tu l'as compris, moi je ne suis pas Jack Lang, je ne suis pas créateur d'événements. Tu vois, l'idée c'est pas ça, c'est pas de se dire Tu as créé un événement dont les gens ont pu s'emparer. ouais, Finalement. voilà, c'est pas Jack Lang qui a créé la fête de la musique. Moi, l'idée au début, hein, je reprends le cas de cette personne, je me suis dit, la vision que j'avais, c'est comment est-ce qu'on retisse du lien entre les gens pour recréer ce lien. Pourquoi? Parce qu'on se rend bien compte qu'en fait, aujourd'hui, on a un super modèle social, mais qui est fragilisé, contraintes financières, vieillissement de la population. On en reparlera tout à l'heure dans la suite logique de cette fête des voisins. Mais la fête des voisins, en fait, c'est quoi? C'est la première étape. Elle est le catalyseur de centaines de milliers de situations d'entraide qui vont venir ensuite. Et on pourrait écrire, non pas un livre, mais des volumes entiers de livres, de belles histoires qui sont passées. Avant de s'entraider, il faut se connaître. Voilà, si on ne se parle pas, on ne se connaît pas et on ne sait pas que l'autre a besoin de nous. Voilà. Et donc, c'est incroyable, il se passe des trucs exceptionnels, des histoires, on pourra raconter, mais des milliers d'histoires d'entraide, des belles choses qui se sont passées. Moi, ça me touche beaucoup le cœur et je me rends compte aujourd'hui que qu'est-ce qui a changé en 25 ans? On pourrait se dire la fête des voisins a changé. Non, la fête des voisins, c'est pas institutionnalisé.
c'est toujours des personnes qui doivent se dire, allez, je vais inviter mes voisins. Elle n'a pas changé, c'est toujours un peu la même crainte au début, est-ce que les gens vont venir? Après, la même magie quand les gens se parlent. Ensuite, toute l'année, des gens qu'on a rencontrés à la fête des voisins, où c'est plus facile d'aller les uns vers les autres. Ce qui a changé en 25 ans, en réalité, c'est quoi? C'est le nombre de fêtes des voisins. Voilà, c'est qu'il y a de plus en plus de gens qui la font, mais elle n'a pas changé. La fête de la musique, par exemple, c'est un peu transformé. Au début, on sortait son violon, on sortait sa guitare. Aujourd'hui, on voit bien que les mairies organisent un grand concert, on paye un groupe pour faire de la musique. Voilà, elle a changé. La fête des voisins a réussi à conserver un peu son âme, et c'est ça qui est génial. Et qu'est-ce qui se passe après? Je pense à des situations de personnes qui étaient isolées, complètement seules et qui ont retrouvé du sens en fait en rencontrant leurs voisins. Je pense à une dame qui a perdu son mari ou le voisin de palier lorsqu'il prépare des lasagnes, on fait un petit plat à côté pour lui offrir. Je pense à cette mère de famille qui élève seule ses enfants avec un enfant handicapé, porteur d'un handicap, qui est aidé par les voisins alors qu'elle s'en sortait plus. Des milliers d'histoires. J'ai entendu là ce matin, je recevais un mail, c'est dans un département un peu, dans une zone un peu tendue où il y a voilà, un peu de violence, un peu parfois de trafic divers, où il y avait en fait d'un côté une zone résidentielle, pavillonnaire, plutôt propriétaire, un parc, et de l'autre côté un HLM. Et en fait, les propriétaires en avaient marre, ils se sont dit on va construire un mur dans le parc, on va séparer le parc. On a réussi en fait l'année dernière à les accompagner, à créer une fête des voisins. Le parc va rester comme il est, plus de murs. Et je me souviens, j'ai reçu un témoignage ce matin, et je l'ai au téléphone parce que je trouvais ça tellement beau que je l'ai rappelé. Marcel, 80 ans, qui était vraiment le plus motivé pour construire son mur, énervé par les jeunes de l'autre côté, etc., qui me dit, mais en fait, quand Mohamed m'a invité à la fête des voisins, qu'il a préparé le couscous, Mohamed, c'était plus le danger, c'est pas parce qu'il a une barbe, voilà, qu'il est dangereux, c'est devenu mon ami. Et je me suis dit, si cette fête des voisins permet que les gens se parlent pour faire baisser les peurs, et on voit l'actualité, on voit bien que la peur de l'autre, elle fait partie aussi de notre environnement, comment est-ce qu'on arrivera à transformer la société? Voilà, donc ça me remplit le cœur En de joie. 2024, arriver à éviter la construction de murs, c'est pas mal parce Mais que. ouais, construction des passerelles plutôt que des murs, ça c'est Ouais. clair. Ouais. En fait, on a ouvert un espace. J'étais l'autre jour sur un plateau et le journaliste, il y avait un sociologue, disait, avec la fête des voisins, vous avez créé un espace social autorisé. Là, j'ai réfléchi, je me suis dit, lui, il cause comme dans les livres. Bon, c'est un intellectuel, le sociologue. Et en fait, en gros, on a dit aux gens, vous pouvez sortir et rencontrer vos voisins. Faites-le, vous pouvez le faire. Mhm. Et donc, après, et c'est ce qui me touche beaucoup, Vous avez valorisé d'autres façons de faire, d'autres possibles. tout possible. On a ouvert un champ d'initiative, on a donné des clés pour agir. Et ce qui est intéressant, c'est que chaque fois que les gens parlent de la fête des voisins, ils disent ma fête des voisins. Chacun a sa fête à lui. C'est comme ça qu'ils le sont approprié et que ça permet en fait de la démultiplier. Alors, je l'ai dit aujourd'hui via l'association Voisins Solidaires, tu portes d'autres initiatives pour une solidarité de proximité. Tu nous racontes l'heure civique? Super. Le voisin solidaire, tu l'as compris, Kim. La fête des voisins, c'est une journée. Comment on passe d'une dynamique de convivialité d'une journée à une logique d'entraide toute l'année? Ça, c'est l'association Voisins Solidaires. Comment développer cette solidarité de proximité? Parce que je pense fondamentalement, et là, je vois bien cette société, moi je suis très enthousiaste, très optimiste, mais aussi très réaliste sur l'évolution de la société. On se rend compte qu'on a un super modèle social en France, il suffit de voyager un peu à l'extérieur pour se dire qu'on est dans un pays où il fait bon vivre. On voit qu'il y a des défis colossaux qui arrivent, que le modèle est fragilisé, contraintes financières, 2030, le vieillissement de la population, la courbe, elle s'accentue. On voit bien qu'on a du mal à, par exemple sur le défi en fait du vieillissement, qu'on a du mal à recruter dans les services à domicile, dans les EHPAD. Qu'est-ce qu'on va faire, Kim? On ne va pas euthanasier toutes nos personnes âgées, ça ferait drôlement désordre. Ouais. Donc à un moment, comment on développe cette solidarité? Pourquoi? Parce qu'à la fois, on a des contraintes, il y a des défis, ne nous cachons pas les choses, mais d'un autre côté, il y a des gisements de générosité chez les Français. Je suis émerveillé. Moi, c'est ce qui me donne l'énergie. L'asso, c'est pas mon boulot. L'asso Voisins Solidaires, je suis bénévole. J'y passe entre 80 et 90 heures par semaine. C'est-à-dire que 7 jours sur 7. Je ne rencontre que de belles âmes partout. C'est incroyable. La crise du Covid a suscité des élans de générosité incroyables. Comment? Parce que depuis, ça s'est un peu relâché. C'est On a ça, repris nos habitudes. ça perdure pas. Ça perdure pas, non, parce qu'en fait, Même avec le télétravail? oui, parce qu'en fait, en réalité, on se rend bien compte que l'actualité et la sinistrose ambiante, moi, je pense que la crise du Covid, au-delà des personnes qui sont décédées, c'était une grande tristesse, mais je pense surtout à tous ceux qui restent ici. Je pense que ce pays est soumis à une sorte de déprime générale, je ne dirais pas de dépression collective, c'est un peu fort, mais ouais, je trouve les gens un peu déprimés. Et comment on relance les magnifiques éléments de solidarité qu'on a connus. Donc voilà un peu pour la dynamique et la vision, qui est une vision plus politique publique, parce qu'en fait on a des problèmes à gérer, en fait on voit bien qu'il y a des politiques publiques qui sont parfois pas suffisamment performantes, et c'est de se dire, si on veut renforcer notre modèle social,
Comment le fait-on reposer sur 3 piliers complémentaires? Le premier pilier de solidarité, c'est la famille, solidarité naturelle, sauf qu'on n'est plus dans la cour de la ferme. Au 19e siècle, on disait papy, viens manger la soupe. Puis parfois, les familles sont très Et éloignées. voilà, Ouais. parfois la famille, c'est 2 générations d'abord, parfois elles sont fragilisées, parfois quand ton père Alzheimer à Marseille et que tu bosses à Paris, t'as beau être un bon fils ou une bonne fille, c'est quand même compliqué, mais c'est le premier pilier de solidarité. Le deuxième pilier de solidarité, c'est l'institution, la mairie, les travailleurs sociaux, les CCAS, les départements, les associations, forme organisée de solidarité. Et le troisième pilier, c'est une solidarité spontanée de voisinage, solidarité de proximité, et je dis que c'est une énergie renouvelable à l'infini, la générosité citoyenne qui coûte rien, qui pollue pas, qui fait du bien. Pourquoi on va se priver? Et c'est ça l'enjeu aujourd'hui. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de se dire comment est-ce qu'on met en place en France une stratégie pour rendre les habitants plus solidaires entre eux et comment on l'intègre au cœur des politiques publiques. Parce que par exemple, sur le vieillissement de la population, si on veut maintenir les personnes âgées le plus longtemps à domicile parce qu'elles ont envie de vivre chez elles le plus longtemps possible, si on allie en fait à la fois le travail de la famille, le travail de l'assistance sociale, de l'assistante sociale et celui du voisin, on va être 10 fois plus efficace. Chacun son rôle. Tu vois, la famille, on connaît son rôle. Le travailleur social, c'est un professionnel qui apporte une expertise. Et le voisin va pouvoir apporter une présence, une proximité. C'est quelque part le dernier kilomètre en logistique. On parle du dernier mètre quand on livre des choses. Mais là, c'est l'ultra-proximité. l'ultra-proximité. Pourquoi? Parce que je suis le premier à pouvoir intervenir quand ma voisine tombe. J'interviendrai avant les pompiers, avant la famille qui est peut-être à 15 km et avant le travailleur social qui peut-être à 11 h du soir est en train de dormir. Voilà, donc je pense que chacun sa place. Si on fait travailler les trois ensemble, on va être beaucoup plus efficace. Et cette heure civique, c'est quoi? Donc dans cette vision de se dire comment est-ce qu'on embarque les gens pour leur dire « Eh les amis, on a besoin de vous », l'heure civique, c'est une proposition que peut faire un maire. Voilà, le maire, c'est le plus petit échelon, le plus proche en fait de nous, c'est celui qui est à portée de baffe aussi, mais qui peut avoir des idées. Et c'est de dire comment le maire va dire à ses habitants, donnez-nous 1 heure par mois pour une action d'intérêt général. Kim, 1 heure par mois, dis-moi, on peut tous le faire. Alors, non seulement ça, mais en plus, on voit que les Français ont très envie de s'engager. Bien Je crois sûr. que les derniers chiffres du baromètre Hello Asso, il me semble que c'est 83% des Français Incroyable. qui veulent mettre le lien au cœur de leur vie. Et pour autant, il y a des freins, et notamment le temps. Voilà. Et c'est pour Le ça temps que, et la reconnaissance. Et c'est pour ça que tu as 26% des Français qui le font, 83% qui ont envie de le faire. Comment on fait passer les gens de l'envie, de l'intention à l'action? Donc comment on leur donne des clés pour agir? Parce que sinon, on va écouter, on va trouver l'émission super, c'est comme un peu nos dîners en ville, tu sais, on discute, on refait le monde, on repart, on est content le soir, on a refait le monde, Et après, le on fait lendemain quoi? matin, il ne se passe rien. Ouais. Voilà, donc je pense que c'est important de donner des clés pour agir. Et on se rend compte aussi en fait qu'on est dans un pays qui est très généreux. Moi, mon père était roumain, ma mère est grecque, était grecque. Ce pays les a accueillis. Mon père me disait toujours avec son accent roumain, Athanase, tu sais, les Français sont très solidaires. Il est arrivé, il n'avait rien. Il est arrivé quand l'armée rouge est arrivée en Roumanie en 1948, il n'avait rien. Et il est tombé sur une dame qui avait une coop avec son mari. Et après-guerre, rue Falguière, tous les soirs, avec les légumes qui restaient, préparait une soupe pour tous les jeunes du quartier. Super. Voilà, donc on sent que c'est un pays qui est généreux, qu'on arrête de se taper dessus dans ce pays. Non, on est un pays où on accueille les gens, on est un pays qui est généreux. Et on se rend compte aussi que les formes classiques d'engagement, le mot engagement fait peur quelque part. Mais oui, aujourd'hui, la tendance, elle n'est pas à l'engagement. On se marie moins, dans le boulot, on change plus souvent d'activité, on zappe plus. Donc l'engagement fait peur. Même le mot bénévolat peut faire peur. Pourquoi? Parce qu'on peut avoir une vision du bénévolat un peu classique. Si on te demande, tiens, tu veux pas être président de l'association des pétanquistes du quartier des Batignolles? Oui, ok, tu sais qu'à 80 ans, tu seras toujours là et qu'on te dira, tu veux pas rester encore 10 ans parce qu'il n'y a personne pour te remplacer. Donc le bénévolat classique dans la durée, celui où on s'attache quelque part un fil à la patte, les gens, certains, ça leur convient très bien, mais la majorité se disent, j'ai envie d'avoir un engagement plus léger, plus souple. On vient de lancer l'heure civique senior, avec un groupe de protection sociale AG2R La Mondiale qui gère plein de retraités en France. Et on s'est dit la chose suivante. En fait, en réalité, même les seniors qui, on dirait, ils ont du temps, les retraités, ils sont comme tout le monde. Ils veulent pouvoir partir à Marseille pour s'occuper de leur petite fille qui est malade et filer un coup de main à leurs enfants. Ils veulent pouvoir partir quand ça coûte moins cher les vacances hors période scolaire. Donc, ils ne veulent pas non plus de fil à la patte, mais ils sont aussi prêts à s'engager. Et donc, cette heure civique, c'est de se dire comment on invente une nouvelle forme d'engagement, entre guillemets, simple et légère. 1 heure par mois, c'est tellement simple que qui va te dire Alors, non? qu'est-ce qu'on fait pendant cette heure? Bonne question. Il y a 1000 manières, 1000 choses à faire. Chacun va choisir le geste de solidarité qui lui convient. Parce que sinon, il va le faire 1 fois, 2 fois, si ça ne lui convient pas. Voilà. Et donc, dans l'heure civique, elle est entre la citoyenneté et la solidarité. Des actions collectives organisées, citoyennes,
le maire va dire, tiens, on va nettoyer un quartier ou le cimetière, super. Tiens, on a besoin de monde pour bloquer les carrefours pour la course pédestre, super. Tiens, on a besoin effectivement de monter les stands pour la fête du coquelicot. Voilà. Donc, une mairie a plein de besoins, ce qu'on appelle l'intérêt général. Et dire que les citoyens vont aider l'institution qui n'arrive plus à tout faire, moi, je trouve que c'est très pédagogique. Première action collective. Deuxième action, on va dire aux associations, vous faites un boulot fantastique, mais tous les jours, et depuis la crise du Covid en particulier, vous nous dites que c'est plus compliqué. Moins de bénévoles vieillissants. Dites-nous vos besoins ponctuels et on va vous trouver une solution. On a fourni à la Banque alimentaire le week-end dernier, où c'était la collecte de la Banque alimentaire, 15 volontaires pour mettre dans tous les magasins des personnes. Ça permet effectivement de répondre à du collectif. Et puis ensuite, deuxième grande famille, c'est tout ce qui est interpersonnel. Et ça, tu le vis, Kim, tous ceux qui nous écoutent le vivent aussi, ils l'ont déjà fait. Qui va aller chercher les médicaments de la petite dame âgée quand elle ne peut pas sortir? Qui emmènera un jeune qui a enfin un entretien d'embauche mais qui n'a pas de voiture à son entretien d'embauche? Les gestes de solidarité entre les gens, ils existent. On n'a rien inventé. C'est comme la fête des voisins. Il y a 1000 ans dans ce pays, les voisins s'invitaient à prendre un verre. Ils continueront dans 1000 ans. Ce qu'on a réussi ensemble, c'est à mettre des gens dans l'action, à faire qu'il y en ait de plus en plus. C'est ça qui est intéressant, c'est de créer des dynamiques. Voilà. Donc, Moi, je me pose quand même une question, c'est que quand on s'engage dans le cadre de l'heure civique, est-ce que c'est pas une façon de reconnaître, d'accepter peut-être même, une défaillance de nos services publics? On l'a dit tout à l'heure, on est dans un pays incroyable pour ça. Il y a des pays qui ne bénéficient pas de ces acquis et de ce service public qui est quand même voilà, une spécificité. Est-ce qu'on n'est pas en train de se dire, bon, bah, ça, on laisse tomber et on va le faire? Parce que finalement, on paye des impôts déjà pour nettoyer les rues, pour nettoyer le cimetière, pour animer l'EHPAD. Qu'est-ce qu'on s'en dit? Kim, tu as tout à fait raison. Et on voit bien que dans les réticences ou les questions que peuvent se poser, par exemple, des habitants ou même des élus, c'est de se dire, mais est-ce que ce n'est pas un moyen de faire concurrence à un artisan quand je vais effectivement enlever la branche qui est cassée chez la petite dame âgée, Exactement. de pouvoir faire de la concurrence au service à domicile quand je vais préparer un petit repas pour partager avec ma voisine âgée? C'est une vraie question. On est entre nous, donc on peut se le dire très clairement. D'un modèle pré-industriel et rural il y a 1 ou 2 siècles, où la solidarité reposait essentiellement sur la famille, le village et le voisinage, on a basculé de l'autre côté dans un modèle où en fait la solidarité elle repose essentiellement sur l'institution. Ben oui, en fait, voilà, tout est pris en charge par l'institution. Tu as un problème de personne âgée, bah, tu as une allocation de handicapé. Tu as un problème de boulot, tu as le RSA. Tu as une personne handicapée, tu as le droit à l'éducation des handicapés. C'est très bien, mais je trouve qu'il faut trouver le bon équilibre. Pourquoi? Parce que quand on est dans l'extrême de celui-là, c'est pas possible de tout faire. Quand on est dans l'autre extrême, ça désengage les gens. Ben oui, on pourrait dire, mais l'État, je paye mes impôts, c'est pas à moi de le faire. Mm. Ben, c'est dommage parce qu'en fait, on voit que l'État d'abord ne peut pas être présent partout. On voit que le modèle social est en train de À ses s'effondrer. limites. Et Ouais. il s'effondre. La réalité, elle est là, avec le vieillissement de la population, c'est ce qu'on dit tout à l'heure. Comment on va faire face à ce défi colossal? Et donc, à un moment, moi, je trouve ça, et c'était la vision de l'heure civique, de dire, si on marie en fait euh, la solidité, la caution d'institutions, des travailleurs sociaux, des professionnels, des élus, il y a une crédibilité, avec la générosité, la spontanéité de chacun d'entre nous et qu'on trouve comment on mélange l'huile et l'eau en réalité, parce que d'un côté, c'est un modèle qui est quand même très structuré, de l'autre côté, c'est de la spontanéité. Si on arrive à mélanger les deux, on va être 10 fois plus efficace. Et moi, je crois qu'on est dans une société aussi où il y a beaucoup en fait d'antagonisme. On voit que en politique, les extrêmes, de plus en plus, on tend les gens les uns, voilà, ça se tend. On supporte de moins en moins celui qui n'a pas le même avis que nous. On voit bien, il y avait la lutte des classes avec le marxisme. Aujourd'hui, en fait, il commence à y avoir la lutte des sexes, hommes-femmes. Une Et c'est polarisation. une polarisation. Et c'est pas parce qu'il y a, il faut être très clair, on a certainement, nous les mecs, étaient certainement à un moment très lourdingue. Et c'est pas parce qu'il y a 3-4 pervers qu'il faut que toute la société se construise dans la défiance entre à la fois les générations. Moi, je commence à entendre des discours où on dit ah ouais, mais attendez, les retraités, moi je suis au SMIC et le retraité, il a 3 000 € de retraite alors qu'il bosse pas. Lui, il vit dans un pavillon tout seul alors que moi, avec mes 2 enfants, je suis dans 20 mètres C'est carrés. ça. En fait, Attention à la on polarisation. s'isole. On On s'isole s'isole. et attention au fait qu'on n'oppose On pas les gens s'isole aux et on autres. s'affronte. On s'affronte. Mm. Moi, je crois fondamentalement qu'en réalité, 1 heure par mois, c'est ce que je dis aux travailleurs sociaux, s'il faut attendre de faire concurrence aux services à domicile, vous pensez qu'en 1 heure par mois, on aura le temps de venir voir la petite dame âgée, l'habiller, la laver, la Mm. nourrir? Elle va très vite péricliter. 1 heure par mois, c'est pas beaucoup. Donc, ce temps-là, en fait, c'est ça qui aussi la garantie. Et puis, comme c'est les mairies qui vont être les intermédiatrices, c'est pas une plateforme, c'est pas une appli qui met les gens en relation. Je trouve qu'on est surconnecté. Hein, je revenais du TGV hier, le chef de bord dit 300 fois bonjour, il y en a 3 qui répondent parce qu'on est tous connectés.
Et c'est drôle parce que dans 100 000 ans, quand on étudiera l'être humain des années 2000, comme quand on étudiait l'Homo sapiens, l'Homo erectus, on dira c'était l'Homo herpodus. On s'est tous fait greffer des écouteurs dans les oreilles. Je vois que maintenant, pour se rencontrer sur la voie publique, on se rentre dedans. Moi, le premier, parce que je suis en train de textoter, l'autre textote, et hop, pardon, je rentre dedans parce que je ne l'ai pas vu. C'est une manière de se rencontrer. Hein. Mais c'est une belle manière de se rencontrer, bien sûr. C'est un bon prétexte, voilà. Et je me dis, bon, c'est bien la mairie qui va servir d'intermédiatrice, qui va voir les volontaires de leur civique, qui va les recevoir. Tu parlais tout à l'heure de reconnaissance. Ouais. Ben oui, il faut qu'on puisse dire merci aux gens. Ce qu'on a beaucoup vu pendant les JO. Hein. Et oui, c'était extraordinaire. Comment cet esprit JO, et quelque part, je me dis, tu vois la ferveur qu'il y a quand on gagne la Coupe du Monde. On a gagné la Coupe du Monde il y a 15-20 ans. La ferveur qu'il y a eu quand il y a les JO. Moi, je suis très content qu'il y ait une ferveur populaire autour du sport, c'est super. Comment on arrive à traduire cette ferveur populaire? Les gens étaient en communion. Intéressant. Autour d'un projet de société. Waouh, un ballon de foot dans un but, c'est super. Moi, j'adore le foot. On gagne la Coupe du Monde, c'est super. Mais quand même, Mais relever une petite mamie dans son appartement parce qu'elle est tombée le soir, ça serait pas mal. Et d'en faire un Ouais. projet de société où ça Ouais. devienne normal. Et je rêve de quoi? Je rêve que dans 10 ans, et ça sera le cas, crois-moi, cette heure civique, elle fera le tour de la planète avec plus de force que la fête des voisins parce qu'elle touche encore plus le cœur des gens. Dans 10 ans, je pense que chaque Français donnera 1 heure par mois pour l'intérêt général. Parce que Kim, si on n'est pas capable dans ce pays qui est magnifique de donner 1 heure par mois pour le bien commun, c'est-à-dire que le collectif est mort. Ben oui, et dans le match de foot collectif individuel, c'est pas un 3-0, c'est un 25-0 que se prend le collectif. Et je n'y crois pas, il y a une attente des gens, et je dis souvent aux élus, aux maires, aux ministres, etc. Sollicitez ce pays, il est plein d'une énergie incroyable. Si vous ne demandez pas aux gens et que vous faites pour eux, vous ne pourrez jamais tout faire. Et je le dis aux maires, je dis, si votre rôle c'est simplement que la ville soit propre ou sécurisée, vous devenez prestataire de service. Et en étant prestataire de service, qu'est-ce que vous allez avoir? Vous allez avoir des gens qui ne seront pas contents, qui vont passer leur temps à vous engueuler parce que vous ne faites pas les choses comme il faut. Et vous savez, aujourd'hui, c'est ce que je disais, c'est un maire hier, j'étais avec le maire d'Asnières, Manuel Schliman, qui est super, qui va rentrer dans l'art civique, motivé. Je lui dis, si en fait, en réalité, aujourd'hui, quand on voit que nos administrés, ils achètent sur Amazon Prime un truc qu'ils reçoivent dans les 2 heures, faut pas s'étonner quand ils viennent voir le maire et qu'ils demandent un truc, s'ils l'ont pas dans la minute, ils commencent à s'énerver. Donc à un moment, réimpliquer les citoyens, nettoyer un quartier, on va se rendre compte que depuis quelques années, on ne peut plus utiliser les produits phytosanitaires. Je pense aux communes surtout rurales. Oui, parce qu'en fait, c'est interdit. Donc ça veut dire que les gens passent leur temps à écrire au maire, Monsieur le maire, c'est sale devant chez moi, les herbes poussent. Plutôt que de se dire, on va dire, allez, on se retrouve un samedi matin, on passe 3/4 d'heure dans une opération ménage ton voisinage, on se rencontre entre nous, les enfants viennent avec leur famille, c'est pédagogique, ensuite on prend un verre et tout le monde va être plus heureux comme ça. On va se réapproprier l'espace public, on va se réapproprier la société et surtout, ça va faire un bien fou à tout le monde. Ça crée une autre forme de responsabilisation des maires aussi, c'est-à-dire qu'il va falloir informer. C'est-à-dire qu'on n'est plus tout seul dans sa mairie. Si on implique les citoyens, on leur rend des comptes, d'autres comptes. Oui, en fait, en réalité, on le voit bien, les maires sont habitués à faire travailler les services, etc., même si c'est compliqué, qu'ils sont débordés. C'est plus facile de donner un ordre et de faire par des gens qu'on paye, plutôt que d'impliquer de citoyens. On est avec leur civique, pas dans une sorte de démocratie participative, c'est pas donner son avis, c'est de faire agir les gens ensemble. Et je vois des maires, combien de maires m'ont dit, parce que leur civique aujourd'hui c'est 200 mairies, c'est plusieurs dizaines de milliers d'inscrits, on a testé ça depuis 1 ou 2 ans et maintenant on va l'étendre sur toute la France. Combien de maires m'ont dit, mais c'est génial, je vois des gens heureux qui viennent me dire on vous aime et on a envie de vous aider à réussir vos politiques publiques, alors qu'ils passent leur temps à se prendre des baffes de gens qui ne sont pas contents. Donc c'est une bonne thérapie pour les élus, parce qu'aujourd'hui la vie d'élu elle est compliquée. C'est aussi un moyen de se sentir concerné pour les citoyens. Quand ils rencontrent leur maire, qui voient les difficultés, qu'on leur explique les choses, ils comprennent. Si en fait on reçoit les gens pour leur expliquer en leur disant écoutez, on a un problème, c'est que les gens quand ils sont dans le logement social, ils restent jusqu'à la fin de leur vie, donc ça tourne pas beaucoup, on ne peut pas construire parce qu'il n'y a plus de densité, voilà, etc. Les gens, on leur dit on n'a pas de logement, mais ils comprennent, voilà, parce qu'on les a reçus, qu'on a porté attention à leurs demandes, voilà. Mais il n'y a rien de pire que d'envoyer un courrier où il ne se passe rien, pas de réponse, d'envoyer un mail, pas de réponse, d'appeler un numéro de téléphone où on dit tapez le 1 pour avoir le service truc, le 2, le 3, le 4. Encore une fois, on parle de lien. On parle de lien et quelque part, c'est paradoxal, Kim, et tu le vis parce que tu en as fait ton projet de vie autour de ton projet en fait de création de liens. On voit bien qu'on communique aujourd'hui, on est dans un monde d'hypercommunication. Je communique plus facilement à l'autre bout du monde avec des gens que je ne connais pas qu'avec celui qui est mon plus prochain, mon voisin en réalité. Et ça qui est intéressant. Moi, je ne suis pas à revenir à un monde arrière. Est-ce que c'était mieux il y a 100 ans? Est-ce que ça sera mieux dans 100 ans? Quelque part, je m'en fiche.
ma responsabilité, ta responsabilité, notre responsabilité, Qu'est-ce qu'on elle fait est de notre ici époque? et maintenant. Exactement. Voilà, et c'est ça le truc. Et je Ouais. me dis, comment on arrive à équilibrer les choses? Si notre confort matériel, et on vit bien mieux que nos grands-parents. Tout à l'heure, je prenais une douche, l'eau chaude, je l'ai sans être obligé d'aller chercher l'eau au puits, de la réchauffer, c'est super, on vit mieux, on vit plus longtemps, c'est très bien. Mais si ça se fait, notre confort matériel, au détriment de la relation, ben c'est qu'il faut réajuster le modèle. Voilà, c'est pas revenir en arrière. C'est-à-dire, on est très content d'avoir du confort matériel, mais comment on peut avoir aussi du lien? Et je me souviens quand j'apprenais le français, parce que chez moi on parlait plutôt roumain ou grec, et quand j'apprenais le français, il y avait les verbes auxiliaires, puis je me dis ça sert à quoi ces trucs-là? Et aujourd'hui, quelques années après, j'ai compris être et avoir, mais c'est les deux pieds sur lesquels on marche. Le matériel est important, le pouvoir d'achat, je suis content de pouvoir payer mon loyer, d'emmener ma famille en vacances, c'est essentiel aussi. S'il n'y avait que l'avoir, ça serait déséquilibré. Comment on équilibre sur l'être et l'avoir? C'est les deux piliers qui sont importants, parce que sinon, et c'est ça que j'ai envie de dire à cette société, 99% de notre énergie aujourd'hui, elle est mise à produire, à consommer, c'est bien, mais c'est déséquilibré. Si on mettait 5% de l'énergie qu'on met dans nos vies à consommer, à la mettre au profit de l'autre, dans une relation nourrie et dans une relation d'entraide, mais on va transformer cette société. Et les crises, on va les surmonter, pardon Kim, cette expression un peu de nos enfants, on va surmonter les crises les doigts dans le nez, parce qu'on a une ressource incroyable en nous dans ce pays, on a tout ce qu'il faut pour surmonter les choses. Pour ça, il faut qu'il y ait un projet commun et une envie d'aller dans le même sens. S'il n'y a pas de projet, bah, chacun se retourne sur soi, c'est normal. Je pense que les gens sont individualistes parfois parce qu'on ne leur propose pas de projet exaltant collectif. Et donc, quand on n'a pas de projet collectif, bah, qu'est-ce qu'on se dit? On se dit comment est-ce que je peux améliorer ma propre vie? Voilà, on a tous ces problèmes, on a tous. Voilà. Donc, ça, je trouve ça humain. Et je dis, on sort de périodes politiques où on voit bien qu'il y a des tensions, il y a des C'est un peu équilibres, des sable mouvant en ce censures. moment, hein. Ça le Ouais, moment. ouais. Mais je me dis, mais je ne comprends pas qu'un président de la République, quel qu'il soit, peu importe, Emmanuel Macron, François Hollande ou Nicolas Sarkozy, peu importe, n'ait pas envie de dire aux Français, vous êtes des gens, vous avez en vous une ressource incroyable, on va aller dans cette direction-là, on va transformer la société positivement, parce que là, c'est évident qu'on réussira à surmonter, j'ai dit, les crises, puis surtout à construire pour les générations qui viennent un monde qui est quand même un peu meilleur. Aujourd'hui, on voit que 20% des jeunes sont dépressifs. C'est pas normal qu'à 15 ans, on soit dépressif. Et je le comprends parce que la Quelle génération. perspective, Oui, c'est c'est vrai, ça. dépressif. On Ouais. leur laisse une planète qui est pourrie, clairement. On laisse un pays qui est endetté. Pourquoi? Parce que la génération des parents n'a pas voulu remettre en cause son train de vie. Donc on s'est endetté. C'est quoi les perspectives? Voilà, nos jeunes sont généreux. Si on leur donne pas un projet enthousiasmant, bah, ils finissent par végéter, puis Et à qu'on leur rester entre permet eux. d'être acteurs Eh de oui, changement, acteurs de transformation de cette société. on a lancé leur civique collégienne, leur civique lycéenne. Kim, des Ah oui. témoignages incroyables. J'étais dans un EHPAD à Chavannes-en-Paillé. Et il y a une classe du collège, surtout des jeunes filles, qui faisaient les ongles et qui maquillaient les personnes âgées. Puis je regardais ça, c'était super. Et je dis à Germaine, 93 ans, alors Germaine, vous êtes contente? C'est la première fois qu'on me fait les ongles. Et moi, bêtement, je lui dis, oui, oui, je comprends bien, à l'EHPAD, on ne vous fait pas les ongles. Pas du tout, c'est la première fois de ma vie. J'ai commencé comme agricultrice à 12 ans. Et là, j'ai vu Lucie, 14 ans, qui lui faisait les ongles, qui est partie se mettre dans un coin, qui a commencé à pleurer. Et là, je me suis dit, zut, Athanas, t'as encore fait une gaffe. Et je suis allé la voir en disant, pardon, je vous ai peut-être blessé sans le vouloir, excusez-moi. Elle m'a dit, non, c'est pas vous du tout, mais mes parents n'arrêtent pas de me dire que je suis nul à l'école, que je ferai rien de ma vie. Je ne pensais pas que je pouvais rendre quelqu'un d'heureux. Waouh! C'est beau ça. Bah, ça donne une énergie pour des semaines et des semaines. Ouais. Et des histoires comme ça, je peux t'en raconter une ou deux autres Et sur puis leur ça crée beaucoup de civique. confiance sur cette petite Mais jeune bien fille de sûr, qui 14 était ans. heureuse que la petite grand-mère. Voilà. On a une autre anecdote. On a lancé l'heure civique senior. L'heure civique senior, c'est quoi? C'est de se dire, aujourd'hui, le modèle social, sans le vouloir, il est quand même très stigmatisant. Moi, je suis un gars bien. Toi, tu es un petit vieux. C'est normal, je vais t'aider. Insupportable. On stigmatise sans le vouloir le petit vieux, la femme seule, isolée, la personne handicapée, le chômeur, l'immigré. Insupportable. C'est pas parce qu'il n'a pas le même pouvoir d'achat que nous qu'il a moins de valeur. Et donc, on a créé l'heure civique senior pour montrer que ce sont les personnes âgées qui peuvent rendre service. Et j'ai trouvé ça super encore dans un autre EHPAD où on était, une petite dame âgée, on me dit, tiens, cette personne est désorientée, me dit le directeur de l'EHPAD. Puis moi, je ne sais pas trop ce que c'est que... Voilà, je commence à la filmer parce qu'elle était sympa. Dès que je me lève le matin, je regarde autour de moi pour voir comment je peux rendre service. Et je me dis, mais ça, c'est magnifique comme témoignage, je la filme avec mon téléphone. Alors dites-moi, madame, qu'est-ce que vous faites comme geste? Et là, grand blanc, elle me dit, je ne sais pas parce que j'ai perdu la mémoire immédiate. Waouh! C'est-à-dire qu'elle ne le fait pas pour se faire voir, elle ne le fait pas pour se glorifier, elle ne le fait pas, elle l'a dans le cœur en fait. Et ça m'a touché. La vie de voisin, c'est pas la même en fonction de son contexte socio-économique. Je pense qu'on se croise rarement. Il y a une enquête, mon quartier, mes voisins,
qui est sorti en 2021, qui montre que côtoyer ses voisins, c'est plutôt un truc de famille, et c'est plutôt un truc de famille aisée. C'est des parents entre 30 et 44 ans qui ont un niveau de diplôme ou de revenu plutôt élevé. Et c'est très pratique parce que ça crée du réseau. Alors ça permet de garder les enfants, par exemple, de mutualiser les départs à l'école, les retours à l'école. Et puis quand les enfants grandissent, ça leur met le pied à l'étrier parce que ça permet de décrocher un stage, par exemple. Est-ce que ce voisinage, c'est quand même pas une énième bulle où on peut cultiver l'entre-soi, où se cultive l'entre-soi? Alors, c'est marrant parce que quand j'entends les résultats d'études, je me dis, tiens, ils ont dû interroger peut-être que des bobos, parce que de la réalité de la fête des voisins et des relations de voisinage de C'est voisins pas ce que tu solidaires, vois. non, dans les quartiers populaires, il y a une nécessité à s'entraider. Parce que tu peux pas te payer la babysitter quand ton enfant est malade pour le garder, tu dois aller Alors, ce que j'ai bosser. lu, c'est que dans les quartiers populaires, c'est un autre type d'aide. C'est plutôt une aide matérielle. On se prête une perceuse, justement. On s'aide sur de l'administratif. C'est plutôt un espèce de jeu gagnant-gagnant. Et d'ailleurs, il y a une étude pareil, Nextdoor IFOP, qui montre que 45% des Français ont pu économiser jusqu'à 200 € par an en s'appuyant sur la solidarité de leur quartier. Ce qui est pas rien, ce qui est assez intéressant dans le contexte de crise économique et inflationniste qu'on connaît, mais c'est pas le même type d'entraide. Tu as totalement raison, Kim, la relation de voisinage existe. C'est comme la fête des voisins, quand elle se passe dans le 16e arrondissement, chez la comtesse, dans un 200 mètres carrés et qu'on est 6 copropriétaires au Champagne, c'est pas la même C'est pas la chose que même. dans la Ouais. cité où tu fais le couscous à 200 en bas Ça de veut chez pas toi. dire qu'elle est plus sympa, hein. Mais ça veut dire que c'est deux formes différentes, mais on a toujours cette relation. Et c'est ça qui est Ouais. intéressant. Toujours cette relation. Dans les gestes d'entraide, c'est évident que tu n'as pas le même geste d'entraide quand tu habites Neuilly que quand tu habites à Sarcelles. Sarcelles, tu peux avoir besoin d'une voiture pour partir en vacances, tu n'as pas de voiture. Ton voisin va dire, allez, je te la prête pour le week-end. À Neuilly, ils ont peut-être tous leur voiture. Mais je pense que partout, et c'est ça qui m'a touché, cette fête des voisins, on aurait pu se dire, elle est plus dans tel quartier, dans tel quartier. Aujourd'hui, à 10 millions de participants, elle est partout en France, dans le rural, dans l'urbain, dans des milieux sociologiques plutôt défavorisés comme favorisés. On se rend compte que partout, il y a le même besoin. Ça ne se traduit pas de la même manière, Mm. c'est évident. Mais il y a ce besoin d'aller les uns vers les autres. Et puis même, je l'ai vu dans des milieux urbains, dans des immeubles, j'étais frappé. Parce que dans un immeuble, en fait, haussmannien, on a effectivement peut-être la vicomtesse au premier, dans son 80 mètres carrés, au deuxième, l'ingénieur. Mais qui on a en fait dans les chambres de bonne, entre guillemets, du sixième? Des étudiants, peut-être une personne qui est au chômage. Il y a un mélange aussi. Et surtout, dès qu'on élargit un peu à la rue, Et c'est ça, au au quartier. quartier, on voit arriver Tu des nous publics parlais tout à l'heure de différents. ce Voilà. mur qui ne s'est pas construit dans le parc. C'est exactement ça. Et tu vois, ce que je trouve ça aussi très intéressant, c'est qu'on s'est rendu compte qu'en fait, ça a permis de mélanger les gens. Pourquoi? Parce que quand tu es autour de cacahuètes d'un jus d'orange, que tes voisins, tout le monde a le même niveau. Que je sois en fait le jeune étudiant du sixième ou la dame argentée du premier, on se retrouve au même niveau et on n'est plus dans le paraître. Donc il y a un vrai échange. C'est ça qui est intéressant. Et on a vu des belles histoires. Je pense à des belles histoires. Des personnes qui étaient au RSA, on les a aidées en fait à reprendre un peu confiance en elles, organiser la fête des voisins, faire de leur civique, devenir des voisins solidaires. Sur les 10 qu'on avait suivis pendant un an, 5 ont retrouvé un travail grâce à leurs voisins. Mais oui, quand tu passes ton temps à rendre service dans le quartier et que tu as un chef d'entreprise qui cherche un coursier, on va dire tiens, écoute, tiens Momo, ah bah ouais, je vais prendre Momo, bien évidemment. Mm. Là où Momo n'aurait jamais pu en fait arriver avec un CV parce que son CV n'aurait même pas passé la lecture dans une entreprise. Donc il se passe plein de belles choses et je pense que plus on favorise, plus les gens se parlent, plus les gens ont envie de s'entraider et plus il se passe des choses merveilleuses. Et c'est comme ça, je crois, à ces micro-actions qui vont nous permettre de transformer la société. Donc la fête des voisins, elle a lieu partout. Il vaut mieux être un voisin des villes ou un voisin des champs? Tout dépend. Alors j'ai une dame qui m'a dit, écoutez, moi j'ai pas de voisins parce que mes voisins sont à 5 km et mes voisins c'est les vaches et les cochons. Bon, parfois, dans le milieu rural, la densité est beaucoup moins forte qu'en milieu urbain. En milieu urbain, c'est facile, des voisins, t'en as plein partout. 2 mètres au-dessus, 1 mètre à côté, la porte d'en face, voilà. À la campagne, parfois c'est plus compliqué, c'est pour ça qu'elles prennent des formes différentes. Souvent, la fête des voisins dans des petits hameaux, on regroupe tout le hameau. Voilà. La relation de voisinage peut parfois aussi être compliquée. On idéalise parfois en disant ah, si on était à la campagne, dans un pavillon, ça se passerait bien. Mais Ce voisin idéal qu'on ne voit pas. voilà, mais Mais en fait, regarde, ça en n'existe pas. réalité, Ouais. j'avais l'autre jour une dame qui m'a appelé. Ce sont des urbains qui sont partis prendre leur retraite à la campagne, en Vendée, et qui m'a dit j'en peux plus. L'âne de mon voisin qui braie à 5 heures du matin sous ma fenêtre ou le coq, on l'a entendu dans les faits divers. Voilà, donc à un moment, c'est pas idéal ni d'un côté ni de l'autre.
je pense qu'il faut faire des efforts, hein. C'est comme dans un couple, c'est comme dans une entreprise, dans une Mm. famille. Si personne ne fait d'efforts, ça ne se passe pas bien. Quand chacun essaie de faire des efforts, et je trouve que le voisinage, bah oui, c'est un endroit où on peut faire des efforts au début, parce qu'après, on devient amis en réalité. On évolue d'une fonction de voisin à une fonction d'amitié. Et après, Maja, ma petite grand-mère de palier, j'allais pas l'aider parce que c'était ma voisine ou qu'il fallait que je l'aide par devoir, c'est parce que c'était mon amie, elle m'aidait aussi quand j'avais besoin. Voilà, on est dans la réciprocité. Je trouve qu'une relation de voisinage durable, une relation d'entraide durable, c'est une relation qui est dans la réciprocité. Je trouve Mm. que cette nouvelle expérience de la relation, elle est très puissante. Il y a un événement qui a marqué l'actualité de ces dernières semaines, c'était en novembre. Là, on enregistre en décembre. Donc le mois dernier, on a vu des inondations incroyables à Valence et on a vu deux types de réactions. Des voisins qui venaient aider leurs voisins, vraiment, et une aide massive, hein, des gens qui venaient d'autres villes pour aider, et puis des scènes de pillage, des scènes de gens qui rentraient chez leurs voisins pour piller. Aujourd'hui, on est dans un contexte de migration climatique qui vont se multiplier, et même en France. Il y a une époque où, quand il y avait des grands feux, on protégeait les maisons. Aujourd'hui, on évacue, c'est un principe de précaution. Comment, dans ce contexte, on peut se dire qu'on va être un bon voisin en cas de coup dur? Très bonne question, Kim. Ce que tu évoques là, les inondations, entre les pièges d'un côté et l'entraide de l'autre, révèle ce qu'on a chacun d'entre nous en soi. J'ai en moi une part d'individualisme, d'égoïsme, d'envie de séduire, de goût du pouvoir. J'ai en moi une petite part de générosité. Comment le projet collectif me donne envie de tasser ce que j'ai de moins bon pour donner ce qu'il y a de meilleur. Et s'il n'y a pas de collectif, j'ai pas envie de le faire. Les périodes de crise, elles suscitent de la solidarité spontanée magnifique. On avait vu avec la crise du Covid, on avait vu avec la canicule, on avait vu avec les inondations, les tremblements de terre. N'attendons pas d'avoir un missile nucléaire ou je ne sais pas quoi, un tsunami pour être solidaire. Donc ça, c'est important parce qu'on voit bien que c'est un amortisseur. Les voisins Ça se travaille en solidaires, amont, en ça fait. se travaille en amont, Ouais. bien sûr. Je prends un exemple pendant la crise du Covid. Donc à l'association, moi j'avais une équipe assez jeune, ils voulaient tous être en télétravail, je n'avais pas les outils pour, je voyais qu'ils commençaient à déprimer, je leur dis bon restez chez vous, c'est pas grave, je vais me débrouiller. Moi j'étais covidé, ma famille était partie se mettre au vert ailleurs, et je me suis retrouvé covidé tout seul à l'assaut. Et j'ai lancé un truc, c'était au tout début du confinement, fin février, début mars, au moment où le virus arrivait, on se disait qu'est-ce qui se passe. J'ai lancé un kit coronavirus, comment s'organiser entre voisins, un truc extrêmement basique. Moi je fais du simple. Tu verras, je suis gentil mais limité, donc je ne peux pas faire trop compliqué. Et en réalité, ce qui marche, c'est ce qui est simple. Et donc, c'était quoi? L'affiche qu'on mettait dans le lotissement, dans le hall. Cher voisin, c'est bientôt le confinement. Le tract, cher voisin, je m'appelle Kim, j'habite le pavillon d'en face. Si vous avez besoin, appelez-moi. Le panneau des voisins, c'était le tract. Le panneau des voisins, j'ai besoin d'eux, je suis prêt à. Tiens, j'ai besoin qu'on me promène mon chien parce que je suis âgé, je ne peux pas sortir, etc. Bon, c'était à peu près ça le kit. Il y avait 2-3 petits trucs en plus. En 3 semaines, 1 million de personnes se sont mobilisées. 1 million. Coup de bol, 41 reportages télé. Et je me dis, soit on a le cul bordé de nouilles, soit on a une bonne étoile là-haut, on faut choisir en fonction de ses convictions. Mais on a fait le 20h de TF1 le jour où Macron Soit on annonçait... a une initiative porteuse de sens, en Ouais, l'occurrence. bien sûr, mais il faut avoir de la chance aussi, il faut la provoquer, Ok. voilà. Et on a fait le 20h de TF1 reportage c'était pas leur série à l'époque, c'était le kit coronavirus, sur Voisins solidaires. Le jour où le président annonçait le confinement, tu avais 25 millions de personnes devant la télé. On a fait le lendemain un autre reportage sur France 2 aux 20h, le jour où Édouard Philippe annonçait le truc. C'est-à-dire qu'il y a eu, en fait, les médias, on est arrivé au bon moment, les périodes de crise, on a surfé là-dessus, et ça a permis, Au bon moment, mais avec des solutions. Hein. avec des solutions, des clés pour C'est agir. ça. Et souviens-toi, c'était pas gagné. Une fois que les gens commençaient à applaudir au balcon, à faire des masses, des blues, on trouvait ça super, mais à un moment, la pièce, elle était sur la tranche. Le voisin, ça aurait pu devenir un danger. Pas de vaccin, il y a des morts, la peur de l'autre, surtout pas. Hein, c'est comme dans les périodes de peste. Hein, Absolument. Ben non, la pièce, elle est tombée du bon côté, c'est la générosité qui a pris le dessus, et c'est ça qui est génial. Donc les périodes de crise, elles suscitent ça, n'attendons pas ça. Et puis la réalité, c'est que, qu'est-ce qu'on a comme autre solution aujourd'hui? Il faut prendre des risques. Il faut prendre des risques dans la relation. Mais oui, la relation, c'est un risque. Le vrai risque, c'est pas que le truc me tombe sur la tête ou que tu m'escroques ou que je t'escroque. Le vrai risque, c'est d'aimer et d'être déçu parfois. C'est ça le vrai risque de la relation. Mais soit on reste tout seul chez soi, enfermé sur ses certitudes, soit on Soit on souffre sur fonctionne l'autre. à la confiance. À la confiance. Et très clairement, 99% des voisins Ouais. sont des gens, même dans celui qui peut paraître un petit peu ronchon. Je me souviens d'une dame,
une fête des voisins, on faisait la fête des voisins, elle était au rez-de-chaussée, elle a débarqué à 21h. Ah, vous faites trop de bruit, machin à marre, c'est quoi cette idée nulle? Madame, tenez, prenez un petit verre, Un qu'est-ce petit qui vous ferait verre. plaisir? C'est la dernière à être Ah bah partie, elle oui. est heureuse. Mm. Parce qu'il y a des gens qui sont ronchons, parce qu'ils sont peut-être seuls, qui souffrent de leur solitude, voilà. Moi, je crois à la nature humaine. C'est un des besoins fondamentaux, Bah, hein, Vito, je ne suis de, pas de faire psychologue, mais partie mais d'un oui, groupe. aimer, être aimé, se sentir utile. Après, je peux être jeune, vieux, riche, pauvre, ça Ouais. se passe quand même mieux dans ces moments-là. Et le nombre Athanas, de gens. c'est cette confiance, c'est Ouais. cet enthousiasme qui te porte depuis 25 ans. Hein. Ouais, puis pas depuis 25 ans, depuis des années, mais ça c'est. Moi je suis tombé dans petit, tu sais, l'éducation familiale, on parle souvent, bah oui, moi mes parents étaient réfugiés. Dès qu'il y avait un Roumain réfugié qui arrivait, on se serrait dans ma chambre avec ma sœur et mon frère pour laisser la pièce. Moi j'ai fait du scoutisme pendant 17 ans, j'ai adoré, c'était un outil d'intégration pour moi, fils d'immigré. En plus, quand tu t'appelles Athanas, tu vois, c'est pas toujours très facile. Quand tu es en plus un peu grande gueule comme moi et pas très discret, c'est encore moins simple. Mais bien sûr, J'aimerais bien t'interroger. Une petite dernière question sur les nouveaux types d'habitat. C'est notamment très lié à la baisse du pouvoir d'achat. Beaucoup de familles ne peuvent pas devenir propriétaires. Il y a aussi des enjeux liés au changement climatique. Moi, j'ai découvert une association qui s'appelle l'association Hameau Léger, qui permet à des familles, justement, qui sont dans cette situation de ne pas pouvoir acheter leur logement, d'acheter un logement à coût très bas. Ils n'achètent pas le terrain, c'est un bail très longue durée. Ils achètent une maison qui est mobile. En cas de coup dur climatique, comme ceux dont on parlait tout à l'heure, la maison, elle peut bouger. Et les habitants se réunissent en association, ils louent le terrain, ils prennent des décisions ensemble. Ils mutualisent du matériel, des espaces aussi, comme une chambre d'amis, une buanderie. Et c'est une démarche qui séduit de plus en plus. Cette association Hameau Léger, elle a accompagné 11 projets dans les régions ouest et nord depuis sa création, c'était en 2017. Et aujourd'hui, il y a 16 autres projets qui sont à l'étude. Est-ce qu'on est en train de voir émerger justement une nouvelle forme de voisinage? je trouve ça génial. Je ne connaissais pas l'initiative, mais merci de m'en parler, Kim, parce que c'est génial. Et il y a plein, c'est ce qui est plutôt rassurant, c'est qu'il y a plein de gens aujourd'hui, et surtout depuis la crise du Covid, qui cherchent du sens et qui ont envie de se tourner vers des solutions. Là, il y a des problèmes climatiques, pauvreté. On trouve des solutions. Et je trouve ça, mais il y a du génie là-dedans. Parce qu'en fait, en réalité, les gens ils vont avoir un même projet en réalité. Ils vont faire partie de la même communauté. Ils se mettent en hameau. On invente quelque part ce qui faisait la force du village d'antan. Ça, je trouve ça génial. Et je trouve ça super. Oui, il faut qu'on réinvente. En fait, on ne peut pas continuer comme ça parce qu'on voit bien qu'il y a un vrai problème. Mettons notre énergie à inventer des solutions. L'habitat va changer. Je pense à la colocation. Nos jeunes vivent en coloc de plus en plus. Ils sont heureux, ça On leur voit permet aussi des d'aborder colocations de intergénérationnelles. retraités, intergénérationnels, des gens. Et ça qui est intéressant, c'est qu'en fait aujourd'hui on voit bien qu'il y a plein d'appartements qui sont peu occupés. Une dame qui est veuve et qui a un 100 mètres carrés, on va pas la faire déménager parce que quand on est veuve à 80 ans, on n'a pas envie de Non. déménager. Par contre, de pouvoir se dire, tiens, comment est-ce qu'on va pouvoir, parce que ça va répondre, un, à un problème d'un étudiant qui n'a pas de logement, deux, ça va répondre aussi à une relation qui va se mettre en œuvre. Voilà, il faut changer nos habitudes. Je pense que la société est en train d'évoluer. On est en train d'inventer la société de demain. Aujourd'hui, tout le monde se pose des questions. Comment on voit bien qu'on arrive à la fin d'un modèle. Mm. On voit bien, l'Occident arrive sur la fin d'un modèle de cette consommation. Inventons, et c'est une aventure qui n'est pas une aventure extérieure de conquête, de trucs. C'est une aventure qui est d'abord une aventure intérieure, une manière de se remettre en question. Alors, en attendant de vivre tous dans un hameau léger, il existe une autre façon de voisiner solidaire. Il y a quelques semaines, je suis allée déjeuner aux petites cantines du Vieux-Lyon. Les petites cantines, c'est un réseau associatif de restos participatifs. On y prépare les repas ensemble et puis on déjeune à prix libre sur des grandes tables. J'y ai rencontré Lorraine Boissier, qui est la fée du lieu. Tu connais les petites cantines, hein? Ouais, vraiment une belle initiative, hein. On écoute ce qu'elle me disait? Avec plaisir. L'idée ici, c'est d'accueillir le plus grand nombre de personnes d'horizons différents. Donc, on va avoir des gens du quartier, des familles, des personnes qui travaillent dans le quartier et qui viennent déjeuner, des retraités qui veulent s'investir autrement dans leur journée, des étudiants, des personnes de la rue, des touristes aussi. On est dans un quartier touristique, donc l'été, c'est le grand moment de rencontre et de rencontre internationale. La rencontre est beaucoup plus facile dans l'action et dans le fait de partager
une mission commune. On sent que sur les 2h30 de cuisine, la plupart du temps, il y a une espèce d'équipe qui s'est créée, des gens qui se connaissaient pas en arrivant le matin et qui ont une affinité plus forte à la fin. Et du coup, c'est beaucoup plus facile pour eux de commencer une conversation et une rencontre en se disant, tiens, on fait quoi avec ces tomates et comment tu veux les couper? Et puis petit à petit, ça vient de, moi, j'aime bien, je suis allée au sport et je fais ça. Ah ouais, et toi? Et les conversations se lancent un petit peu comme ça. C'est vraiment ça, hein, l'action commune. Tout est résumé dans ce qu'elle a dit. Faisons agir les gens ensemble. Ça me rappelle cette phrase, c'était je ne sais plus qui. Donne-leur du pain, ils se battront. Force-les à construire ensemble des cathédrales, ils deviendront des frères. Ça, c'est dans le temps ancien, on va la réadapter. Donne-leur des iPhones, ils se battront. Force-les à construire ensemble du logement social, ils deviendront des camarades. Voilà, ça, c'est la double version. Mais c'est exactement ça. Comment on fait agir les gens ensemble? Voilà, c'est important. Et je me dis, tout est dit là. La cuisine, le repas, ils se retrouvent autour d'eux, ils font des choses ensemble. D'autres vont faire animer une chorale de rue, d'autres vont aller voir des personnes dans les EHPAD. Comment on démultiplie les occasions de relations entre les gens? Alors moi, j'invite nos auditeurs à venir sur la page Instagram de Rosalie Média, parce que moi, je leur donne plein d'idées et je vais justement faire ces petits reportages pour sortir de sa bulle. Il y a plein d'initiatives, on peut aller, alors là, aux petites cantines, cuisiner avec ses voisins, cuisiner avec le quartier, déjeuner sur des grandes tables. Je vous invite à aller voir ce reportage, mais il y a plein d'autres idées, du théâtre d'impro, des Fab Labs, de la chorale, plein de choses. Donc rendez-vous sur la page Instagram. On arrive, Athanase, à la fin de cet épisode qu'on enregistre le 5 décembre 2024. Et après tout ce qu'on vient de se dire, je voudrais te donner une boule de cristal, enfin en tout cas, je te donne cette boule de cristal, ou Merci, presque, Kim. et je voudrais te demander comment tu vois l'avenir et notre capacité à recréer des liens sains entre humains. Écoute, dans cette boule de cristal, d'abord merci pour cette boule de cristal. Je me vois déjà en sortant d'ici aller sur ta page Instagram parce que je vais apprendre plein de choses. Ça, c'est super. Et je vois plein de belles choses. Je vois des milliers d'interactions, des millions d'interactions. Je vois en fait du bonheur, de la joie, des cœurs à cœur, de l'émotion. Voilà, comment est-ce qu'on arrive à laisser transparaître nos émotions? Je vois des gens heureux, surpris de se dire que en parlant à quelqu'un, en allant vers l'autre, ça les rend profondément heureux alors qu'ils cherchaient depuis des années certainement le bonheur ailleurs et qu'ils ne le trouvaient pas. Je vois une société qui va s'apaiser parce que sinon on va finir par se taper dessus. Je vois une génération des jeunes qui reprennent espoir dans la vie et qui se disent que en fait la vie est belle et que cette planète elle vaut la peine qu'on se batte pour elle et puis qu'on se batte les uns pour les autres. Je vois plein de belles choses, plein de choses enthousiasmantes. Je me dis aussi que cette boule de cristal, c'est peut-être pas simplement l'avenir qu'on aimerait voir, mais c'est peut-être celui qu'on va réaliser tous ensemble. Voilà. Et que si chacun il y met un peu de son temps, un peu de son énergie, la réalité est là et que ce qu'on rêve de faire deviendra réalité. Merci beaucoup, Athanase. Ce podcast, il est révélateur de liens entre humains. Je te propose de me mettre en contact avec un prochain invité. À qui tu penses et pourquoi? Question difficile, Kim, parce que autour de moi, je vois plein de belles âmes, des gens super. Mais comme il faut t'en donner qu'un, mais je t'en donnerai peut-être des centaines, parce que je pense que, comme tu es très jeune, tu as encore de nombreux podcasts à réaliser. Je pense à Tristan. Tristan Hawk, il est directeur des expertises de l'action sociale de la Générale mondiale. C'est un groupe de protection sociale, c'est ceux qui gèrent les retraites. Ce garçon me touche profondément. C'est pas son job, il passe son temps à mettre les gens en relation. C'est lui qui m'avait fait découvrir les petites cantines. C'est lui qui passe son temps à m'envoyer des SMS en disant « Athanase, j'ai rencontré un tel, un tel ». Il est ouvert à tout le monde et c'est pas tout parce qu'on peut être ouvert à tout le monde pour être centré sur soi et attirer, capter, non. Pour aider les autres à réussir leur mission. Et il passe son temps à nous aider sur l'heure civique senior. C'est grâce à lui qu'AG2R va nous aider là-dessus. Donc je trouve que ce garçon, il est tisseur de liens. Un vrai topissime, tisseur de c'est un liens. vrai tisseur de liens. Et puis, il me touche profondément. Et puis, il y en a plein d'autres comme ça. Et tout au long de tes pérégrinations, je trouve que tu as choisi d'être exploratrice de, quelque part, médecine de l'âme. Voilà, tu vas aller sonder les âmes de chacun pour révéler ce qu'il y a de meilleur en eux. Merci, Kim. Merci beaucoup. J'ai vraiment hâte de parler avec Tristan maintenant. Tu as tissé un lien entre nous. Et merci beaucoup d'avoir participé à ce podcast, Athanase. C'était vraiment un plaisir de te recevoir. On se sent bien chez toi. Ah, tant mieux. Il manquerait plus que le divan parce que je t'assure que je me serais allongé et que j'aurais passé des heures à parler. Ouais. Peut-être. Tu reviendras? Et avec combien si je suis invité. À bientôt. Merci, Kim.
Merci pour votre écoute. Cet épisode vous a plu ? N'oubliez pas de le noter et de le partager autour de vous. N'oubliez pas non plus que Rosalie, c'est désormais une agence, l'agence révélatrice de liens entre humains. Notre mission, booster les liens dans vos organisations et vous aider à bâtir des ponts plutôt que des murs. On vous propose un combo en 3 étapes, à vous de choisir ce dont vous avez besoin. Étape 1, l'audit et la prospective pour voir loin ensemble. Étape 2, les ateliers et l'animation de vos communautés internes pour faire ensemble. Et enfin, l'étape 3, votre communication au prisme des liens. Pour découvrir notre approche, agence-rosalie.com.